La Fed s'est réunie jusqu'à mercredi soir. Pas de surprise à attendre de la part de la Banque centrale américaine, qui devrait continuer à se montrer colombe. Bonjour Xavier. Bonjour. Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. On a cette mollesse de l'inflation là aux États-Unis qui devrait conforter Jérôme Powell. On le voit là dans le mot de pause qu'il a initié. Même si c'est vrai que c'est compliqué, il y a toujours des vents contraires avec une croissance américaine qui en apparence reste solide au premier trimestre. Bon, après, il faut voir si on enlève les stocks, etc. C'est vrai que si on enlève les stocks, on voit que la consommation d'investissement, ça ralentit quand même. Et voilà. Donc tout ça donne des gages finalement à oui, la Fed. Mais voilà, mais si on se remémore à la situation qu'on pouvait avoir à la fin d'année dernière, on s'étonne de l'affirmation qu'avait à l'époque Jérôme Powell sur le pilotage automatique, puisque ce ralentissement, quand on exfiltre ces données-là, ne touche pas uniquement le premier trimestre, touchait les trimestres précédents. Au fond, quel qu'ait fait le stimulus de Donald Trump, le stimulus fiscal, on a globalement un ralentissement de la consommation interne américaine. Ouais. Et donc ça, je ne sais pas si on renoue avec une forme de stagnation dite séculaire, mais en tout cas, il n'y a pas de... Voilà, il y a eu un effet sur l'investissement des entreprises. Ça a un peu joué, mais globalement, on est plutôt dans une phase de décélération. Alors évidemment, le chiffre du premier trimestre dit il est trompeur, en apparence, il est trompeur. On se dit, voilà. 3,2%, mais quand on le retraite, la question des stocks, on explique pour le commun des mortels, il y a ce qu'on appelle la variation des stocks, et en fait, ils ont plus produit que vendu. Voilà, exactement. Donc c'est de l'activité en moins pour le trimestre suivant. Au fond, ouais. L'effet stock, c'est une activité anticipée. Et donc, c'est probablement moins d'activité du produit national brut américain sur le deuxième et troisième trimestre. En plus, il y a des comportements de stock tout à fait particuliers, parce que quand on est dans cette conflictualité commerciale, il y a toute une série d'acteurs qui modifient leur comportement de stock parce qu'ils cherchent à contourner les fameuses barrières douanières que met en œuvre l'administration américaine. Et à produire plus tout de suite en se disant ça sera plus compliqué demain. Exactement. Donc tout ça pollue un peu les... Ça biaise un peu les choses. Ça biaise un peu les choses. Mais du point de vue de la Federal Reserve, pour en revenir au sujet central, c'est une situation quasi idéale puisqu'on a une croissance affichée qui est plutôt bonne et on a un indicateur d'inflation qui est revu, qui est plutôt en légère baisse. Le meilleur des deux mondes. Voilà, le meilleur des deux mondes. Donc ce qui permet à la Federal Reserve, ce qui doit lui permettre de continuer à jouer le mode patience. Par contre, là où on peut se poser la question, c'est est-ce que les marchés n'ont pas été trop vite en besogne en anticipant deux baisses de taux? Exactement. Et c'est ça le sujet, parce que derrière, est-ce qu'il faut croire ou pas à des futures baisses de taux aux États-Unis? On a toujours la pression de Donald Trump, qui, a posteriori, a eu raison à force de taper comme un sourd. Et il a été, et ça a marché, puisque la Fed a dit, hop, je lève le pied. Maintenant, il exige, Donald Trump, on le voit là, il exige carrément des baisses de taux. C'est justifié ou il pousse le bouchon un petit peu loin là? Parce que peut-être qu'il voit aussi que l'économie américaine, le vrai chiffre de croissance, ça tend vers 2. Voilà, c'est ça, ça tend vers 2. Voilà, ça tend vers 2 ou légèrement supérieur à 2. Ouais. Et il veut rejouer l'impact taux, baisse des taux. Donc, moi, je pense on serait à sa place, on ferait peut-être pareil. Hein. Il a promis 3% de croissance. Il a promis 3. Tendanciellement, il va vers 2,5, 2,5. Oui, mais il demande des baisses de taux. On est a priori dans une économie libérale et pas administrée. Donc, le président américain peut vouloir une croissance sur 2019 de un peu plus de 3%. Le fait est que la croissance américaine est probablement au terme d'un cycle. Puisqu'on prend le point bas de Lehman Brothers ou quelques trimestres après, ça fait 10 ans, donc ça ne veut pas dire que la récession est pour demain, mais ça veut quand même dire que le ralentissement est devant nous. Le cycle demeure. Donc, à force de vouloir stimuler, on risque l'incident de politique monétaire. C'est ça qu'il faut retenir. Qui ressemblera à quoi? Parce que ce qui ressemble à ce qui s'est un peu passé au cours du quatrième trimestre, au fond, où déjà Donald Trump, au cours du deuxième semestre de l'année 2018, tapait un peu du poing sur la table. C'est quand même la première fois qu'on voit dans l'économie moderne, qu'on voit un président américain décrier autant le responsable de la Fédérale Réserve. Qu'il a lui-même nommé. Qu'il a lui-même nommé. Habituellement, c'est des choses plus feutrées. Il y a éventuellement des discussions entre les... Et des batailles qui se tiennent dans la coulisse. Voilà, on n'explicite pas ça sur CNN, CNBC, sur les networks américains. Bon, et là, c'est le cas.
Donc ça a probablement expliqué en partie le raidissement de la Fed sur le 4e trimestre, l'erreur de politique peut-être, l'erreur de politique monétaire ou de avec ce revirement en un mois. Voilà, et avec ce revirement. Et donc le mieux qu'on puisse attendre ce soir, c'est d'un Jérôme Powell qui dit j'ai eu raison d'être en mode patience, mais je vous rappelle que le mode patience, il a deux côtés, un côté baisse des taux et un côté hausse des taux. Ouais. Et donc il va peut-être reprobabiliser de manière très légère, sans vouloir heurter sa seigneurie Donald Trump, en vouloir reprobabiliser une éventuelle hausse des taux, si, voilà. Sauf que cette idée de baisse de taux a commencé à faire son chemin sur les marchés parce qu'on a certains membres de la Fed qui ouvertement s'en émeuvent dans la presse. On a Charles Evans, qui est le patron de la Fed de Chicago, qui nous dit que si l'inflation demeurait trop loin de l'objectif, à savoir 2%, ce qui est le cas aujourd'hui, il faudrait procéder à un ajustement des taux à la baisse. C'est pas rien, vice-président de la Fed, Richard Clarida, qui dit sur CNBC qu'une récession ne serait pas la seule condition ou situation qui pourrait justifier une baisse de taux. C'est quand même pas anodin que les officiels entrouvrent la porte. C'est pour ça que les marchés y croient. Oui, mais je pense qu'on attend trop de la... Peut-être le sujet est plus du côté de ce qu'on appelle la politique non conventionnelle, du côté du bilan. Hein, c'est pour lutter contre la déflation. Éventuellement, les taux, l'administration, les taux peuvent jouer leur rôle, mais c'est plutôt la partie... Arrêter de réduire le bilan de la Fed. Et c'est aussi là-dessus qu'on attend Jérôme Powell. Alors peut-être pas ce soir, peut-être parce qu'il leur faut le temps de faire des études plus avancées, mais peut-être qu'ils vont inaugurer quelque chose d'un peu plus flexible sur le fameux tightening, c'est-à-dire la contraction du bilan. Bon, pour l'instant, le bilan va se stopper. L'idée, c'est qu'ils vont concentrer leurs achats uniquement sur les T-bonds américains. Il y a un sujet sur la duration. Est-ce que la Fed, pour l'instant, la duration, si on prend la durée moyenne des obligations détenues par la Fédérale Réserve, c'est ça, non ? C'est pas loin de 8 ans. Ouais. Et l'État américain, l'administration américaine, concentre l'essentiel de ses émissions autour de 5 ans. Donc peut-être que Jérôme Powell, comme outil, pour jouer la courbe des taux. Je vous coupe, c'est quoi la duration? On dit, parce qu'encore une fois, on dit ça paraît évident, une duration de 8 ans, ça veut dire qu'au bout de 8 ans… Au bout de 8 ans, les obligations… en moyenne, ont versé à la fois leur sont arrivées à échéance. Sont arrivées à échéance. Voilà, c'est l'échéance il faut renouveler en moyenne le stock de dette au bout de 8 ans. Voilà, exactement. Voilà, pardon pour cette petite incision, c'est important. La duration moyenne des dettes des États occidentaux, c'est 7-8 ans. C'est ça, voire un peu plus, 9. Ouais. Bon. Alors, ce qui est singulier, c'est de voir le budget américain qui concentre l'essentiel de ses obligations sur vraiment des durations courtes et moyen terme. Et ça veut dire quoi? Ça sous-tend quoi? Ça veut dire que pour l'instant, du point de vue de l'administration, il ne va pas chercher les taux plus loin sur la courbe des taux. Alors qu'on a une courbe des taux relativement plate. Hein. Le 10 ans américain est à 2,5, quelque chose comme ça, et le 30 ans américain est à 2,9. Donc, pourtant, l'État américain émet sur du 5 ans. Ouais. Donc, c'est un peu risqué, parce que je rappelle, le budget américain, l'endettement public américain, c'est 120, un peu plus de 120, pas loin de 120% du PIB. Hein. Ouais. Mais encore une fois, on revient au sujet, on est dans le sujet, mais… Non, on n'est pas tout à fait hors sujet. Non, on est dans le sujet, je dis justement. Mais ces marchés qui croient de plus en plus au fait que le prochain mouvement de la Fed, ce soit une baisse de taux. 2019, 2020, c'est pas fait. Non, c'est pas. Pour moi, c'est pas. Le marché a cru voir dans le revirement de la Fédérale Réserve une espèce de… Ils ont prolongé le trait, quoi. Et voilà, c'est dit, OK, voilà. On retourne à la situation. Et puis, vu la violence du revirement un mois. Et on a vu aussi la BCE faire un virage, pas de la même ampleur, mais un virage quand même singulier. Ouais. Donc, ça veut bien. Et d'ailleurs, des deux côtés de l'Atlantique, on a ce même sujet sur l'atonie de l'inflation. C'est le fait que l'inflation, vous reprenez les hypothèses de la BCE qui ont été, je crois, publiées à la précédente conférence de presse de Mario Draghi. Manifestement, l'hypothèse d'une inflation inférieure à 2, mais proche de 2, c'est reporté à 2021, au calendrier grec. Donc là, il y a un sujet. Est-ce que le moyen pour combattre cette faible inflation, voire cette pré-déflation, c'est d'utiliser les taux courts
Pas sûr. C'est pas sûr. C'est peut-être plus du côté du bilan et peut-être même que ça, on acte le fait d'une certaine forme d'impuissance des banques centrales. Au fond, il y a quelque chose de plus profond qui est en train de s'opérer dans les économies, si j'ose dire, occidentales vieillissantes. C'est peut-être les baby-boomers, les papy-boomers, si j'ose dire, le vieillissement démographique qui exerce des pressions déflationnistes et qu'au fond, les banques centrales peuvent atténuer ces phénomènes-là. Elles auront du mal à lutter contre cette lame de fond, finalement. Voilà, exactement. Mais encore une fois, à supposer que d'ici 2020, la Fed baisse ses taux parce que ça ralentit plus fortement que prévu, que l'inflation, encore une fois, donne des signes d'atonie avérés, elle ne donnera pas un peu le sentiment d'être quand même au garde à vous face à Donald Trump? Ben si, elle pourra se justifier par les données. Elle s'est un peu discréditée. Par les données macro. Elle s'est un peu discréditée et puis elle est peut-être face à un problème, c'est-à-dire que le marché est en train de prendre le pas sur elle. Alors j'exagère un tout petit peu, mais notamment il y a l'inflation qui est un sujet important, mais il y a aussi le fait que la courbe des taux est inversée. La fameuse pente entre les taux longs et les taux courts. Les taux courts sont plus élevés que les taux courts sont plus élevés que les taux longs, ça pose question. Et il y a un débat au sein des gouverneurs de la Banque centrale là-dessus, sur ce que signifie cette inversion. Le classique de l'inversion des courbes des taux depuis 20, 30, 40 ans aux États-Unis, c'est quand vous avez un début d'inversion, donc là on est très en légère pente négative, c'est-à-dire que les taux courts sont supérieurs de 20, 30 BP au-dessus des taux longs. Ça, en général, c'est suivi dans les 18 à 24 mois d'une récession. Et là, il y en a qui disent, mais non, on inverse cause et conséquence. C'est pas la courbe des taux qui... C'est parce qu'il y a la récession qu'il y a l'inversion de courbe des taux. Après, on finit là-dessus, Xavier, c'est juste que c'est intéressant de parler de possibilités d'erreurs de politique monétaire, mais elle joue dans les deux sens. C'est-à-dire que si la croissance était encore soutenue, qu'on se trompait sur les prochains trimestres, elle serait fondée de dire, finalement, prochaine étape, c'est finalement il y aura bien une hausse de taux, ou au contraire, si elle va trop vite dans la baisse de taux, il peut y avoir cet effet contre-productif et ça pourrait faire peur au marché qui se diront tiens, mais peut-être que l'heure est plus grave que prévu. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans la presse anglo-saxonne. On a vu, c'est-à-dire, ce revirement dit qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, y compris anguille sous roche. Voilà, exactement. Il y a anguille sous paillasson ou éléphant derrière la porte, comme vous voulez. Et donc, tout à fait. Donc, c'est pour ça que probablement Jérôme Powell ce soir va chercher à calmer les choses et à bien insister sur la terminologie de patience, puisque ça lui ouvre un champ du possible beaucoup plus large. Au fond, il a plusieurs fers au feu. Il ne faut surtout pas qu'il se prive d'une éventuelle hausse des taux, même si sa probabilité est très faible. Il ne va pas se priver d'une baisse des taux. Il est sur un chemin de crête. C'est l'équilibriste. Exactement, mais derrière tout ça, il y a le crédit, non seulement de Jérôme Powell, mais le crédit de la Banque centrale et surtout une interrogation profonde sur ce que pourrait faire. Parce que ça, c'est la partie conventionnelle. Il y a la partie bilancielle qui est tout aussi importante. Et là-dessus, j'ai l'impression que ils sont tous un peu désarmés. Il faut reconnaître que l'équipe qui administre la Federal Reserve, ce n'est pas tout à fait la même équipe qui a mis en œuvre le quantitative easing. Et donc, ils ont une espèce de... La sortie est probablement plus compliquée que l'entrée, beaucoup plus compliquée que la mise en œuvre. Et c'est ça que nous indique, au fond, cette espèce d'incertitude sur la politique monétaire américaine. La sortie du QE est plus compliquée que l'entrée dans le QE. Ça sera exactement. Voilà, ce sera la métaphore du jour. Signé Xavier Patrolin, donc, président d'Albatros Capital. Merci.